Bonjour, je vais essayer de présenter rapidement ce que fait la philosophie de la psychiatrie en pratique. Alors dans un premier temps, je vais proposer ici un cas philosophique à l'image du cas clinique, et on va imaginer qu'on revient 10 000 ans en arrière et se poser cette question. Si on devait refaire toute l'histoire de l'humanité, est-ce qu'on aboutirait à des tableaux cliniques qui sont totalement différents de ceux qui sont, pour faire bref, décrits dans le DSM ? Bien, est-ce que vraiment le DSM serait le même, ou du moins à peu près le même, ou est-ce qu'on trouverait des tableaux cliniques complètement différents, ce qu'on appellerait une schizophrénie est complètement différent de ce que l'on appelle aujourd'hui? En fait, cette expérience, on a quand même envie de répondre qu'il y aurait certainement des similitudes, et en même temps, au fond de nous, ou même assez brièvement, on sait que eh bien, le DSM n'est qu'un reflet descriptif de la réalité et un ensemble de critères qui ne correspondent pas à ce qu'on peut voir en clinique. En fait, ce cas philosophique pose plusieurs questions. La première, c'est de savoir qu'est-ce que c'est l'objet psychiatrique en question. Et ainsi, décrire un objet comme un minéral ou un oiseau, c'est relativement facile, même si les spécialistes diraient le contraire, eh bien, en psychiatrie, c'est particulièrement délicat de définir ce qu'est un trouble psychiatrique. Et en fait, ce qu'est un trouble psychiatrique, parce que trouble désigne déjà une pathologie qui est ancrée dans un système de compréhension, eh bien, on peut remplacer le mot trouble par espèce, ou kinds en anglais, et en fait, il y a toute une littérature sur les psychiatric kinds, c'est-à-dire les espèces psychiatriques. On parle donc d'espèces au même titre que les espèces animales, les espèces d'oiseaux. Une fois qu'on a caractérisé ce que c'est une espèce psychiatrique, une chose, un trouble, une catégorie, eh bien, en fait, il va falloir la mettre dans une structure qui ordonne les différentes catégories du monde. Eh bien, par exemple, on peut faire une classification des cétacés, des oiseaux, mais parce qu'on sait globalement ce que c'est un cétacé, un oiseau, à vue d'œil, entre guillemets. Bon, imaginons qu'on a réussi à dire qu'est-ce que c'est un trouble psychiatrique, eh bien, on va essayer ensuite de le ranger pour améliorer la compréhension, les diagnostics différentiels et, par exemple, la recherche ou faciliter la clinique du quotidien. Mais même si on réussissait à faire ces deux premières étapes, s'en pose une troisième. C'est la forteresse blindée, vous voyez, de la psychiatrie. C'est, en fait, une fois qu'on a désigné un trouble, eh ben, c'est pas comme un oiseau ou un minéral. Il se défend, entre guillemets. Et cette défense-là, c'est qu'en fait, il change en fonction de la désignation. Donc il y a eu des théories sur la labeling theory, c'est-à-dire le fait que, eh bien, lorsqu'on labellise, lorsqu'on met une étiquette à quelqu'un, eh bien, il va changer de comportement. Et en fait, sans même que cela soit négatif, ce changement de comportement va inclure une modification de la perception par les psychiatres. Par exemple, la personne désignée comme ayant un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle va être inclus dans une communauté et va ainsi comprendre que certains de ses fonctionnements sont expliqués par cette étiquette qu'on lui a mise. Et en fait, cette compréhension va lui faire changer son comportement, sa façon de voir les choses, et finalement la sémiologie que le psychiatre va recueillir. Et donc on a comme ça un effet de boucle entre la désignation par les soignants d'un patient et le retour du comportement de ce patient ou de cette personne vers le corps soignant, vers la classification qui va évoluer à des temporalités différentes pour s'adapter à ces changements de comportement. Et donc c'est le looping effect décrit notamment par Ian Hacking. Bon, on a vu quelques premières questions. Qu'est-ce que c'est un trouble? Comment on le classe? On voit qu'il y a une interaction entre la façon de classer et les comportements. Et donc, la première chose, ça va être de dire qu'est-ce que c'est de réfléchir à tout ça? Qu'est-ce que c'est donc la philosophie de la psychiatrie? On voit qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées. Et donc là, je ne vais pas les décrire, je les fais ailleurs. C'est en partant de la droite, on peut décrire la philosophie de la psychiatrie comme une réflexion sur la clinique, sur les humanités. On peut, au milieu, décrire la philosophie de la psychiatrie, donc la réflexion sur la psychiatrie comme une réflexion sur une psychiatrie ancrée dans un environnement social et politique, interrogeant le langage, interrogeant les cultures. Et puis, à gauche, et c'est ce dont on va traiter dans cette présentation, une psychiatrie plus comme science au sens large, c'est-à-dire une philosophie de la psychiatrie comprise comme philosophie des sciences, qui elle-même interroge des concepts comme l'explication, le réductionnisme, la justification, la vérité, l'émergence, le pluralisme, etc. Et donc là, on a des questions de philosophie analytique, donc on va analyser un concept, ou des philosophies des neurosciences, de la biologie, ou rattachées à la linguistique. Bien sûr, tous ces domaines s'entrecroisent et ne sont absolument pas indépendants, et j'ai mis en rouge la phénoménologie parce que
c'est un bon exemple pour montrer que elle-même peut être une manière d'aborder la clinique, mais ça peut être aussi une méthodologie à part entière qui peut servir à, par exemple, développer la philosophie analytique. Donc voilà, ces différentes dimensions s'entrecroisent complètement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une philosophie de la psychiatrie ou d'une épistémologie de la psychiatrie? Bon, la question est un petit peu délicate et je pense qu'essayer de cerner le champ juste au travers de deux mots est encore plus difficile. En vérité, lorsqu'on regarde philosophie de la psychiatrie, on tombe sur ces livres et dans ces livres, il y a en bien plus développé ce que j'essaie de vous synthétiser dans cette présentation. Donc là, on s'intéresse donc à la branche de gauche du graphique précédent, et on voit que dans le grand cadre violet de la philosophie existe une philosophie des sciences, donc qui s'attache à définir la science, versus une philosophie qui s'attacherait à définir la politique, qui s'attacherait à un contenu, par exemple, de la pensée bouddhiste et chinoise. On peut penser à une philosophie esthétique. Donc là, on a une philosophie qui s'attache à savoir ce que c'est la science. Et dedans, on essaie d'interroger une science un peu particulière, la médecine, qui est une science appliquée. Et puis, au sein même de la médecine, eh bien, on va questionner la philosophie de la psychiatrie. Donc on voit que là, quand on appelle philosophie, c'est déjà un terme mal défini. Philosophie des sciences, on ne sait pas vraiment ce que c'est une science, puisque la médecine n'en est pas une au même titre que les mathématiques. Et puis la philosophie de la psychiatrie elle-même n'est pas définie, mais on essaie d'en voir les grands cadres. Donc les grands cadres, ce sont les trois domaines cités précédemment, le côté humanité clinique, le côté social, le côté scientifique. Et en fait, il faut essayer de montrer aussi ce que c'est pas. La philosophie de la psychiatrie, c'est pas de l'éthique. On ne va pas interroger des régimes normatifs ou déontologiques qui vont permettre de guider l'action. Ce n'est pas exactement l'histoire de la psychiatrie, où on va réinterroger des concepts en essayant de les mettre en lumière par rapport aux concepts actuels ou aux développements qui sont actuellement. Et ce n'est pas exactement, même si c'est critiquable, les science studies, les études sur la science, qui sont la réunion d'une sociologie des sciences et d'une épistémologie, pour faire bref, et qui vont donc montrer que les concepts, par exemple l'explication ou la réduction, ne peuvent être détachés d'un contexte, un contexte de découverte, de justification, qui fait qu'on doit toujours analyser les concepts dans leur contexte. Enfin, la philosophie de la psychiatrie, c'est aussi des méthodes. Et ça, on va le voir un petit peu plus en détail, puisqu'il y a une philosophie sur la psychiatrie, donc philosophie on science, ou philosophie de la psychiatrie, et puis, d'un autre côté, il y a une philosophie sur la psychiatrie, dans la psychiatrie plutôt, qui est une philosophie in science. Et en fait, là, on va vraiment réfléchir à ces deux distinctions qui sont absolument fondamentales. Alors, Pons et Pins, c'est des termes qui sont pas encore complètement admis au niveau scientifique, mais globalement, une philosophie on science et une philosophie in science. Donc on pourrait dire une pompe et une pimp, pour décrire la philosophie sur la psychiatrie, donc philosopher sur la psychiatrie et philosopher dans la psychiatrie. En fait, la première, la grande distinction par rapport à la deuxième, c'est qu'elle va résoudre des questions philosophiques. Et la deuxième, la Pins, elle va résoudre des questions scientifiques. Et donc, ce qui est dans la première, en fait, bien sûr qu'il va y avoir une approche de la clinique en essayant de demander, par exemple, qu'est-ce qu'une hallucination? Quelle que soit la méthode, par exemple, on va demander qu'est-ce qu'une hallucination d'un point de vue phénoménologique. Donc, ma question va être, mais qu'est-ce que c'est une hallucination vécue à la première personne? Voilà, ça c'est une question de phénoménologie. La méthodologie est phénoménologique, mais en fait la question est une description d'une entité. Et la description d'une entité, eh bien, c'est une question qui est avant tout philosophique. On essaie de décrire un élément, on essaie d'en donner une définition. Alors là, bien sûr, dans celle-là, on va essayer d'en décrire la perception de cette entité. Mais c'est parce que la phénoménologie s'attache aux perceptions. Et donc les définitions de la phénoménologie sont finalement des perceptions à la première personne. Dans la deuxième approche, eh bien, on va résoudre une question scientifique. Par exemple, on va dire, voilà, j'ai une équation mathématique, comment je vais résoudre mon équation mathématique grâce à des outils philosophiques? Alors c'est un exemple extrême, mais on peut comprendre qu'en médecine, il y a de nombreuses questions qui sont purement médicales ou psychiatriques et qui vont avoir besoin d'outils philosophiques pour être menés à terme. Et donc, si on revient à la première approche, la philosophie on science, ou sur la psychiatrie ou sur la science, il y a plusieurs approches. Premièrement, une approche qui est conceptuelle. On va utiliser des concepts tels que l'ont fait des grands auteurs, c'est-à-dire qu'on va dire qu'est-ce que c'est le préjudice que vit une personne. Voilà. Je vis un préjudice en psychiatrie, c'est-à-dire je ne peux plus aller au marché et à la piscine comme j'avais prévu habituellement. Est-ce que ce préjudice est pathologique?
Et donc ça, c'est une question conceptuelle où l'on va tenter de définir ce que c'est un préjudice. Deuxièmement, une approche anticonceptuelle, c'est qu'on va aller à l'encontre de cette vision en disant mais on ne peut pas définir quelque chose aussi clairement puisque les limites sont floues, les définitions sont ouvertes, et j'en donne un exemple simple. Une définition comme « qu'est-ce qu'un trouble psychiatrique ?» est très très malléable avec des frontières nécessairement floues, puisque les symptômes sont mouvants, ne sont pas toujours les mêmes. Il peut y avoir des contenus des symptômes différents, par exemple une hallucination ou par exemple un délire de persécution, un délire de jalousie. Ce ne sont pas les mêmes choses et pourtant les deux appartiennent à une même définition. Et donc on a une discussion comme ça autour par exemple de la structure ou du contenu des symptômes, autour des frontières des troubles qui font que le concept n'est pas possible à manier en psychiatrie, et c'est pas pour ça qu'on doit abandonner toute réflexion. Voilà, ça c'était l'approche anticonceptuelle. Et puis une approche pragmatique, qui là va vraiment essayer de remettre le concept dans son élément, en disant, voilà, ce qui permet de définir un concept, c'est comment il est utilisé. Et donc on part du terrain, et là on va interroger les choses en partant du terrain. Il y a plusieurs méthodologies. Pour la première, c'est donc une analyse conceptuelle. Donc là, on va rentrer dans le détail du concept, on va essayer de le définir, de le décomposer, de le localiser dans un certain champ de connaissances ou de pratiques. Et puis, deuxième point, plus ou moins relié à l'approche anticonceptuelle, c'est pas nécessairement en parallèle, méthode expérimentale. On va aller interroger, par exemple, les soignants sur leur perception d'une entité. Donc on va essayer vraiment de résoudre une question en allant interroger les choses du terrain. On peut aussi interroger les patients, tout simplement. Et puis, il y a une approche qui est vraiment intégrée à la pratique, où là, on imagine par exemple le sociologue qui va regarder la tribu et essayer de s'y insérer pour essayer de comprendre le vécu de cette tribu. Et donc on peut imaginer la même chose en psychiatrie. Et donc tout ça, ça s'oppose à une philosophie de la psychiatrie embarquée, ou qui résout des questions scientifiques, une philosophie in psychiatrie. Et donc là, on va adresser un problème scientifique, avec des outils philosophiques et pour faire une proposition scientifique. Donc en fait, la seule chose qui est philosophique dans cette approche, c'est les outils utilisés. Voilà, je vais finir sur quelques applications de la philosophie de la psychiatrie. Que l'on soit dans les pins ou les ponts, globalement, il y a certains objectifs qui ont été décrits dans différents articles que j'essaie de résumer ici. Premièrement, la philosophie, elle peut aider à clarifier des concepts scientifiques. En fait, le clinicien utilise des concepts qui ont été plus ou moins décrits dans des classifications, des textbooks, manuels, qu'il a appris en pédagogie, qu'il a appris de ses pairs, et finalement, clarifier ces concepts, ça fait de mal à personne. Deuxièmement, on peut rechercher une définition, une distinction scientifique qui permet de séparer, par exemple, une entité d'une autre, un modèle d'un autre modèle, un résultat d'un autre résultat. Et donc, en fait, on peut aussi enraciner un problème dans un contexte philosophique, voire historique, qui est plus large. La philosophie, elle peut aussi aider à critiquer toutes les assumptions, c'est-à-dire les hypothèses qu'on peut faire et les méthodes scientifiques, et donc remettre en cause certaines allégations scientifiques. Elle peut aussi aider à mettre en cohérence un ensemble de données disparates dont les liens ne sont pas évidents. Ensuite, elle peut interroger bien sûr les méthodes sur une base de conception plus large. Par exemple, il existe toute une épistémologie des modèles. Donc il y a une très vaste littérature depuis des décennies qui cherche à définir qu'est-ce que c'est un modèle. Et donc par exemple, si vous allez faire de la psychiatrie computationnelle, vous allez avoir des modèles. Et bien sûr, il n'y a aucune définition de ce que c'est un modèle computationnel, rendant le champ disparate et désorganisant certains résultats et méthodes. La philosophie de la psychiatrie, il y a de nombreux exemples qui montrent qu'elle a apporté des nouveautés, des nouveaux concepts, des nouvelles théories, et puis elle promeut le dialogue entre disciplines. Et enfin, elle peut permettre plus généralement d'intégrer, de combiner certains domaines scientifiques. Voilà. Donc en résumé, on peut retrouver ici quelques-uns des résultats scientifiques, voire psychiatriques, qui ont été élaborés en philosophie de la psychiatrie, quelques outils et quelques débats, donc, voilà, en rangeant en trois axes les apports de la philosophie à la psychiatrie. Voilà, je vous remercie pour votre attention en mettant ce schéma des grandes thématiques qui sont abordées généralement en philosophie de la psychiatrie.